Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Dans ce nouvel épisode de Terres Intimes, je reçois Mélissa, une jeune sexothérapeute. Nous ne nous étions jamais rencontrés avant cette interview et c'est chez elle, à Bordeaux, que nous avons plongé dans son univers. Ensemble, nous avons parlé de son adolescence, entre sexualité d'un soir et amour profond, de sa découverte de la sexualité consciente, de couple libre et de la sexothérapie. En effet, Mélissa s'est tournée vers ce métier après avoir ressenti le besoin de changer les rapports entre les femmes et les hommes. Découverte intime, réconciliation des corps, des cœurs et des esprits. C'est parti pour un épisode tout en douceur. Bonjour Mélissa. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très bien. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. J'aime beaucoup. J'étais jamais venue dans cette région près de Bordeaux. Et c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. C'est la première fois qu'on se parle vraiment. Et il y a plein de questions que je vais te poser. Et je connais pas du tout la réponse. Et ça, j'adore. Bah, c'est parti. Donc, la première question de ce podcast Terres Intimes, c'est un peu toujours la même. C'est est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Ouais. C'est quand j'ai découvert la masturbation, donc c'est-à-dire très jeune. J'étais encore en école primaire. Et en fait, je me suis demandé si c'était ça, de faire l'amour. Parce que je savais même pas ce que c'était à ce moment-là. C'est vrai que à ce moment-là, je commençais à me poser des questions. Et puis après, c'est venu au fil du temps. Je sais pas, j'ai eu mes réponses à droite à gauche en fait. Donc, voilà, un peu comme ça que je me suis construite. Tu m'as dit que c'était surtout à l'adolescence et lors de tes premières expériences que tu as vraiment commencé à te questionner et à rentrer dans le sujet. Est-ce que tu pourrais me raconter donc ces premières expériences et pourquoi ça t'a questionné ? Déjà, j'avais des amis qui étaient très à l'aise sur le sujet, donc j'ai eu énormément de réponses à mes questions aussi par le biais de mes amis. Et puis après, les soirées ont commencé à se créer à l'adolescence. Et évidemment, dans les soirées, on en parlait aussi énormément. Et au niveau de mes premières expériences, du coup, on va dire que j'ai commencé à avoir des expériences sans lendemain, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait vibrer, quoi. Mon premier amour, et avec qui je suis restée plusieurs années, 3 ans, je crois. Et du coup, là aussi, il y a eu un autre passage au niveau de la sexualité, quelque chose de plus profond, de plus... là, c'était le couple, en fait. Donc, on était aussi plus dans l'intime, et j'étais pleinement investie aussi dans ma sexualité. Donc du coup, vraiment, tout a commencé à partir de cette histoire au niveau de ma sexualité, je dirais. Et comment ça s'est passé ce que toi, tu définirais comme ta première fois parce que c'est vraiment... Comment toi, tu la définirais qu'est-ce que ça t'a apporté ? Comment tu l'as vécu ? Est-ce que c'était une belle expérience ? Comment c'était ? J'en avais vraiment envie. Donc déjà, ça, je pense que c'est aussi grâce à ça que j'en garde dans mon souvenir. Après... c'était pas la meilleure fois. Voilà, la première fois, ça a été très rapide. Il y avait pas de place à l'émotion ni au temps parce que c'est vraiment allé très vite. Et je pense que c'était aussi bien la personne avec qui je l'ai fait que moi. Je pense que c'était plus une question de on le fait parce que on a envie de le faire, quoi. Bon, lui, il l'avait déjà fait. Et voilà, j'étais très heureuse de l'avoir faite, de savoir enfin ce que c'était de faire l'amour. Mais sinon, c'était pas non plus extraordinaire, quoi. Tu m'as dit que le développement personnel et spirituel, il t'avait permis de te remettre en question dans tes fonctionnements et dans ta sexualité. Est-ce que tu pourrais me raconter cet éveil et qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette période de ta vie ? En fait, donc, y a eu un moment de ma vie où je suis tombée en dépression. Et un jour, je vais à la librairie et je tombe sur un... Je savais même pas que ça existait, le développement personnel. Voilà, je connaissais pas. Et je tombe sur un livre qui s'appelait « Vous avez le pouvoir de changer votre vie » de Chantal Rallian. Et en fait, ce livre, il a changé complètement ma vie, quoi.
Ça a été vraiment le point de départ d'un monde qui s'est ouvert à moi. Ça a été la porte de mon éveil, en fait. Et donc, j'ai lu ce livre qui m'a fait sortir de cette période de dépression. Et donc, c'est là où j'ai commencé à aussi remettre un peu tout en question. Enfin, dans le développement personnel, plutôt, on va dire, au début, c'était plus voir le positif, être optimiste, au sujet de sa responsabilité, etc. Après, je suis partie en voyage. Et là, il y a eu encore un éveil en plus sur le monde, en fait. Vraiment, j'ai eu des questions existentielles qui me sont venues à l'esprit et qui m'ont énormément chamboulée, quoi, qui ont changé tous les modèles avec lesquels j'avais grandi. Notamment au sujet de la religion, au sujet de l'éducation, au sujet des femmes aussi. Beaucoup de choses avaient commencé à bouger à l'intérieur de moi. Et puis, au bout d'un moment, c'est venu la question de la sexualité. Et je crois que c'est un sujet qui est arrivé bien plus tard, parce que c'est un sujet avec lequel j'étais déjà à l'aise, on va dire, où je me sentais bien dans ma sexualité, j'avais pas de problème apparent, pas de blocage. Et donc je m'étais dit, ça, puisque ça va, j'ai pas pensé à aller regarder là. Et puis à force de réfléchir au monde, etc., j'en suis venue à me poser des questions sur ma sexualité, quoi. Et à mettre de la conscience dessus. Et là, du coup, il y a eu un éveil, ouais. En me disant, mais ça se trouve, il y a mieux que ce que je vis. Ça se trouve, il y a autre chose que ce que je vis. Et le livre aussi, pour le coup, qui m'a énormément fait prendre conscience de choses, et je pense que tu vas rire, c'est Foufoune Cosmique. Je connais bien ça. Voilà. Et là, je me suis dit, ah ouais, déjà, je m'intéressais énormément à la femme. Et en plus, j'avais ce côté spirituel qui était en moi. Et relié à la sexualité, c'est un monde en plus qui s'est ouvert, quoi. Et en fait, j'avais commencé ma formation sexo juste avant de découvrir ce livre. Et j'étais là, mais c'est dingue comment les coïncidences, les hasards et tout arrivent. Et donc, c'est à partir de là aussi où il y a quelque chose qui s'est ouvert dans ma sexualité. Et l'univers a très bien compris, puisqu'il a mis sur mon chemin la personne avec qui je suis aujourd'hui, John. Et pareil, il y a eu un grand éveil de ma sexualité grâce à lui, de la relation. Quelque chose qui s'est ouvert sur... au sujet de l'amour et du corps, du plaisir. Vraiment comme une porte un peu magique qui s'est ouverte tout doucement et aujourd'hui qui fait pleinement partie de ma vie et avec lequel je suis extrêmement alignée, quoi. Tu me parles justement de ces croyances en fait que tu as dû déconstruire finalement lors de ton réveil spirituel et de tes voyages. Est-ce que tu pourrais juste me parler de une ou deux croyances où tu as vraiment senti que ça avait impacté le changement de vie ensuite? Quelles croyances en fait pesaient entre guillemets sur représenter des œillères en quelque sorte? En fait, avant que je parte en voyage, j'étais censée continuer mes études et j'avais comme projet d'avoir un poste à responsabilité pour gagner très bien ma vie, de rentrer dans le monde du salariat, pour être rangée, avoir des enfants. Voilà, c'était c'était la destinée que j'avais envie de prendre. Et ensuite, je me suis aperçue que c'était pas du tout le schéma que j'avais envie de suivre, en fait. Il y a eu vraiment un grand changement qui a surtout surpris mes parents. J'ai voulu me mettre à mon compte. D'un coup, je voulais plus avoir d'enfants. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là sur ma vie personnelle. Et ça m'a fait énormément de bien, justement, de me poser ces questions, de me dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie, quoi? Et aussi de remettre de la conscience sur le travail. Parce que quand je suis partie en voyage, je savais pas du tout ce que j'allais faire. En fait, j'étais perdue à ce niveau-là. Et avec le temps, je me suis dit, mais en fait, je veux travailler pour moi, quoi. Je veux faire des trucs que j'aime pour moi. Le monde de l'entreprise ne matche plus avec moi. Et ça a été compliqué aussi parce que j'ai grandi toujours avec cette idée que c'était mieux ça, en fait. Et donc là, il fallait que je trouve mes propres réponses, que je reconstruise, en fait, une base, une idée, un cadre autour de l'auto-entrepreneuriat. Et ça a mis énormément de choses en question, notamment sur mon estime de moi, sur ma légitimité, sur mes passions, parce que je suis partie en voyage en me disant que j'avais 0 passion. Et après, je me disais, mais si tu veux être à ton compte, faut bien que tu aies une passion, ou qu'est-ce que tu vas faire? Donc, ça m'a permis de me reconnecter quelque part, c'est sûr même, à moi, en fait. Cette envie de quitter le salariat pour travailler pour moi. Donc, je dirais que
la plus grosse croyance que j'ai dû déconstruire, c'était l'idée qu'il n'y avait pas un chemin idéal en fait. Et surtout que ce chemin-là, il convient pas à tout le monde et pas à moi du coup. Et qu'est-ce qui t'a fait passer de cette prise de conscience à l'idée que tu voulais faire de la sexothérapie ? En fait, plus le temps passait et plus je m'intéressais à la condition féminine. Au début, j'étais plus dans une démarche, on va dire, de colère. J'étais dans le féministe énervé, on va dire. Et en fait, le temps est passé et puis j'en avais marre en fait d'être en colère, quoi. Parce que j'avais énormément de colère en moi et je me suis dit mais moi j'aimerais aider les femmes en fait. J'aimerais aider les femmes, mais comment tu veux le faire ? Alors, je me suis renseignée, quoi. Je me suis renseignée et à un moment, la sexualité est apparue. Et là, ça a été vraiment comme une évidence. C'est allé très vite parce que je ne m'intéressais pas plus que ça à la sexualité. Et quand j'ai commencé à regarder des émissions comme Je t'aime, etc., ou regarder des comptes Instagram qui parlaient de sexualité féministe en quelque sorte, je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire, quoi. Et là, ça a été comme une évidence. Ça faisait des mois que je cherchais quoi faire. Et là, j'ai dit ok, c'est bon, je vais faire ça. Et tout de suite, j'ai trouvé une formation avec Alain Hiril. En fait, en tout, ça a mis 3 mois pour que je m'inscrive, pour que j'aille à la formation. Enfin, c'est vraiment, ça a été très, très vite. Alors que j'avais aucune notion en sexo, juste l'envie de faire. Ouais. Et l'expérience a été inoubliable. Vraiment, ça a été un moment extraordinaire. Quand j'étais à la formation, c'était comme une évidence, quoi. J'étais à la formation et je me disais, mais c'est là que je veux être, en fait. C'est ça que je veux faire. Je trouve ça vraiment fou dans les chemins d'entrepreneuriat. Il y a vraiment un long moment. Et il faut faire confiance au timing et à notre envie. Et quand c'est prêt, quoi. Il n'y a plus aucun obstacle. Et quand c'est long aussi. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Et donc, tu as fait ta formation de sexothérapeute. Et en parallèle de ça, tu as rencontré John, qui est ton partenaire actuel. Donc, en fait, tout s'est présenté à toi pour que tu vives à fond ces expériences et que tu les expérimentes, donc ce que tu allais transmettre. Est-ce que tu pourrais me parler de ta relation avec lui et... Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as rencontré ? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi ? Donc j'ai rencontré John et tout de suite, lui, il m'a dit qu'il était magnétiseur, que voilà, il était aussi dans la spiritualité et tout. Donc déjà, ça a matché énormément de ce côté-là. Et c'était pendant le confinement, on s'est rencontrés sur une application. C'était chouette, on a parlé pendant 1 mois. Et après, on s'est dit, bon, allez, c'est bon, on se voit et tout. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, en fait, je lui avais pas vraiment parlé de mon métier. Je sais pas, me présenter, dire que je suis sexothérapeute ou que je suis dans cette voie. Au début, je craignais un peu cette partie-là en me disant il va projeter des choses sur moi que j'avais pas forcément envie parce que derrière cette étiquette, je suis toujours moi. Et j'avais peur aussi qu'il comprenne pas ma passion pour la sexualité. On attendait qu'on se voit en vrai pour vraiment discuter. Et lui, il s'était déjà posé des questions sur sa sexualité, mais bon, j'ai pas trop envie de parler à sa place. Mais en tout cas, ça a été vraiment une grande porte ouverte, en fait, parce qu'il m'a vraiment laissé la place de m'exprimer avec mes passions, avec ce qui me passionnait sur le moment. Alors, par contre, je me rappelle au début, je regardais énormément de vidéos, d'émissions autour de la sexualité. À un moment, je lui ai dit, tu veux qu'on arrête ? Parce qu'il regarde avec moi et je voyais bien qu'il commençait à en avoir marre. Ça a commencé à tout changer aussi dans son quotidien. Ça a joué dans notre couple, en fait, cette envie d'explorer sa sexualité, de mettre de la conscience dessus. Et il y avait aussi ce côté un peu sacré que j'ai découvert avec John, du coup. Et comment tu définirais la sexualité consciente, la sexualité sacrée ? Je crois que les deux ont des définitions différentes, mais pour toi, c'est quoi leur définition ? Pour moi, les deux, elles sont plus ou moins pareilles. À partir du moment où il y a une qualité de présence en fait, dans le rapport sexuel et que l'intention, elle est amour, le message est le même en fait, derrière ça. Quand on fait l'amour en fait et qu'on met pas cette intention pure d'amour en fait, où on laisse la place que à l'authenticité, au plaisir, à quelque chose de très d'intuitif dans ces rapports sexuels, il y a comme un cycle en fait qui se perpétue dans les relations sexuelles, qui fait qu'on a une sexualité plus ou moins mécanique en fait. Et en fait dans cette forme de sexualité, je me suis aperçue que
Il n'y avait pas la place à l'émotion, à la sensation. On est dans sa tête, en fait. Et pour moi, la sexualité sacrée ou consciente, c'est qu'on est vraiment au moment présent. C'est comme quand... souvent, je dis, c'est comme une méditation, en fait. C'est comme une danse corporelle, quelque chose de très léger, finalement, qui n'est pas tant que ça quand on n'a pas cette forme de sexualité, je trouve, à mon sens. Alors, il y a du plaisir dans toutes les formes de sexualité, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, celle qui me fait le plus vibrer et celle qui me fait plaisir aussi d'en parler sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment cette forme de sexualité sacrée ou consciente qui permet de connecter tous ces sens, en fait. Donc, il y a aussi cette question d'énergie qui est extrêmement présente et qu'on peut ressentir, qui, moi, personnellement, me fait vivre vraiment une vague d'émotions qui est énorme, comme si je me purifiais ou comme si je me nettoyais à l'intérieur, parce que mon corps, c'est l'acteur, quoi. Donc il y a vraiment une connexion extrêmement puissante à ce moment-là quand je suis dans cette forme de sexualité. Ça ne veut pas dire que je fais tout le temps ce genre de sexualité ou que je n'ai pas envie d'en découvrir d'autres. Mais c'est vrai que celle-ci, ça a été, on va dire, l'énorme découverte de l'année 2021, quoi. Donc là, je me suis renseignée énormément. Parce qu'au début, moi, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait, quoi. Je me sentais vraiment envahie d'une énergie. Je sentais que ça bougeait à l'intérieur de moi. Je sentais l'émotionnel c'était la grosse vague, quoi. Vraiment, il y avait quelque chose qui était vraiment en train de se passer que j'avais jamais ressenti. Est-ce que cette sexualité invite à la lenteur ? Ah oui, énormément. Moi, j'ai vraiment appris à calmer le jeu, quoi. Parce que, en fait, dans la lenteur, on laisse la place au mouvement et à l'espace aussi. À l'espace qui nous sépare de l'autre. Et ce qui fait qu'on a le temps de ressentir une sensation, un ressenti, une émotion. Et ça nous laisse le temps d'accueillir ça et de voir comment on se sent, en fait. De se ressentir, en fait. Autant soi que l'autre. Donc il y a aussi plus la place à la communication. Et je trouve que du coup, ça met énormément de qualité dans le rapport, qui est évidemment non négociable. non, je plaisante, mais la lenteur change tout. Alors, je me rappelle une fois, j'avais publié quelque chose sur Facebook dans ce genre-là, que il fallait prendre son temps et tout. Et j'ai eu des commentaires de femmes qui disaient ouais, mais il n'y a pas que la lenteur qui fait qu'on ressent du plaisir et tout. Oui, effectivement, il y a énormément de façons de prendre du plaisir. Mais le fait aussi de prendre son temps, on ressent quelque chose en plus, quoi. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, oui. Mais il y a souvent cette fausse croyance que le slow sex invite à l'ennui, alors que souvent, c'est dans ce qu'on peut expérimenter ou on peut lire, c'est en fait une sexualité qui nous permet de ressentir encore plus. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas du tout d'ennui dans le slow sex, parce qu'il y a énormément de choses à découvrir, en fait. Ça se finit jamais, en fait. Il n'y a jamais de moment où on ne sait plus quoi faire. Parce que c'est toujours différent, en fait, en fonction déjà de la personne avec qui on est. Ça dépend de notre énergie du moment, ça dépend de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, le rapport au corps aussi qui change, voilà. Et tout ça, en fait, ça influe sur le moment. Donc forcément, on ressent jamais la même chose. Et c'est ça qui est extraordinaire, tu vois. C'est qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui change, finalement. En fait, ça laisse l'espace à tous tes états d'être d'exister. Et comme t'es jamais pareil, ça laisse l'espace à toutes les choses de s'exprimer. Exactement. Donc il se passe presque encore plus de choses que quand c'est rapide, quoi. En tout cas, pas mal de choses. Ouais. Il y a de quoi faire. C'est ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu commençais à parler de la question de relations libres que tu expérimentes avec ton partenaire. Est-ce que tu pourrais me parler de ce que ça signifie et comment on expérimente une sexualité consciente dans un couple libre ? Très bonne question. Alors, pour moi, le couple libre, il a la définition qu'on veut lui donner. C'est-à-dire que c'est une définition qui est totalement libre, pour le coup, qui appartient à chacun et qui doit être en résonance avec les idées et les envies de chacun. Enfin, il y a énormément de définitions. En tout cas, la nôtre a été de se dire que nous, on est le couple, donc comme une base, comme un noyau.
et qu'autour de ça, on pouvait avoir d'autres expériences, on pouvait s'autoriser à faire d'autres rencontres. Donc à partir d'un moment dans notre couple, il s'est posé la question justement de cette ouverture et on s'est venu à nous assez naturellement. Donc on a décidé de s'ouvrir pour voir ce que ça faisait. Et on n'est pas du tout déçus du voyage, parce qu'on ne se verrait pas du tout revenir à une forme de couple exclusif. Voilà. Ensuite, donc, j'ai découvert cette année que la sexualité sacrée ou consciente, on peut la mettre partout, dans toutes les façons dont on fait l'amour et dans tout ce qui nous fait plaisir d'explorer. Donc ça ne se limite pas juste à un rapport qui est toujours très lent et toujours pareil en fait. Et quand j'ai compris ça, là j'ai eu envie tout de suite de faire plein d'explorations quoi. Parce que je me suis dit en fait je peux vivre ça avec d'autres personnes qu'avec mon partenaire et découvrir d'autres choses que je me suis pas autorisée jusqu'à aujourd'hui parce que il y a une part de moi aussi peut-être qui avait peur ou des choses comme ça. Donc en fait l'important c'est de suivre son envie et son intuition. Donc si je sens qu'il y a quelqu'un par exemple qui me fait pas vibrer, si je sens que voilà mon intuition elle est pas, enfin il y a quelque chose qui se passe pas, j'y vais pas en fait. Bon ça c'est évident mais en fait ouais on peut vivre la sexualité sacrée avec n'importe qui quoi. Donc c'est possible d'avoir une sexualité sacrée ou consciente quand on a un couple libre. Le seul truc c'est qu'avec John on en parle souvent, c'est au niveau des énergies. Parce que quand on fait l'amour avec quelqu'un, on récupère des fragments d'énergie, on va dire. Et donc forcément, après, quand je retrouve John, par exemple, il ressent l'énergie... je lui renvoie en fait l'énergie de la personne avec qui je suis. Donc sur ce point-là, on se fait énormément confiance, parce qu'on sait qu'on a une intuition qui est assez développée. D'être avec quelqu'un qui nous inspire vraiment confiance, avec qui on ressent une bonne énergie. Parce que aussi, ça inclut... Enfin, on est tous les trois, en gros, dans cette histoire, même si je fais l'amour qu'avec une seule personne. Je lui rapporte une certaine forme d'énergie. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on se fait confiance. Et puis après, on fait aussi des soins énergétiques avec John, ce genre de trucs. Après, on a une petite règle. Enfin, c'est John, surtout, qui l'a instaurée. C'est qu'il faut attendre 3 jours, en fait, avant de se retrouver physiquement avec John, une fois qu'il y a eu un rapport chacun de notre côté, quoi. Ça veut dire que dans tes relations, les relations que vous avez en fait à côté de ce couple, est-ce qu'avec les personnes à l'extérieur, est-ce que tu parles un peu de sexualité consciente ou c'est plus en fonction de la personne que tu rencontres et du flow qu'il y a ? Non, je parle pas vraiment de ça parce que après ça dépend vraiment des personnes. Si je sens que c'est quelqu'un qui est connecté à ce genre de langage ou d'intention, oui, mais généralement non. Et ça me dérange pas non plus parce que c'est pas parce que j'en parle pas que ça sera pas forcément bien ou qu'il y aura pas forcément cette notion de sacré en fait derrière. Bien sûr. C'est-à-dire je laisse la place à n'importe qui de pouvoir vivre une relation consciente ou sacrée quoi. Mais après moi je ressens aussi les choses pendant le rapport. Donc si je sens qu'il y a pas que c'est vide en fait en termes de présence, voilà, ça s'arrête en fait. Parce que j'ai pas du tout envie de faire pour faire, quoi. Comment est-ce qu'on apprend à avoir une sexualité consciente ? Est-ce qu'il y a des étapes ? Est-ce qu'il y a des outils ? En fait, pour moi, la sexualité consciente ou sacrée, c'est vraiment d'être dans son corps, quoi. Enfin, il y a une première étape, en fait, c'est celle-ci. Donc c'est aussi de s'autoriser à s'ouvrir et à être là aussi pour soi. Parce que dans certaines expériences sexuelles ou dans certains rapports sexuels, on peut être là plus pour l'autre que pour soi. C'est-à-dire faire passer le plaisir de l'autre avant le nôtre. Donc ça, c'est important de remettre de la conscience dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui se vit dans son quotidien. Parce que c'est pas que au lit ou que quand on fait l'amour qu'il y a cette notion de sacré. C'est aussi dans son quotidien, quoi. C'est prendre soin de soi, c'est s'autoriser à vivre dans le plaisir, avoir une certaine ouverture de cœur, être dans l'amour, être consciente de soi. Et tout ça, en fait, pour moi, ça se retrouve dans la sexualité. Et quand c'est partagé à deux, c'est une explosion en fait, c'est une conscience plus, c'est quelque chose de plus grand, de plus puissant. Mais ça part pour moi déjà du quotidien,
Donc voilà, les premières étapes, je dirais que c'est vraiment de vivre de manière consciente et sacrée dans son quotidien, avant peut-être de le mettre dans sa sexualité. De toute façon, ça se fait assez naturellement, quoi. Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport au corps ? Ah ben, énormément. Enfin, là, vraiment, c'est... mon corps, il revit, quoi. C'est... Quand on se touche, tu vois, avec amour, ou qu'on se fait toucher avec amour, c'est comme si on mettait un pansement magique, en fait, sur nos blessures, et il y a quelque chose de... Comme si on remettait de la vie, en fait, dans chacune des parts de ma peau. Donc... il y a aussi plus d'amour, quoi. C'est comme si tout d'un coup on faisait l'amour sans amour, en fait, et que d'un coup on fait l'amour avec amour. Et le corps, il est vraiment dans cette bulle d'amour, quoi. C'est comme un bain d'amour qu'on lui offre. Donc quand on vit tout le temps là-dedans, au bout d'un moment, mon corps, c'est mon temple, quoi. C'est vraiment... c'est une notion aussi que j'ai compris, que j'ai acquis dans le... Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que j'ai vraiment pris conscience, voilà, dans la sexualité sacrée, que je peux donner énormément d'amour à mon corps, quoi, par le biais de la sexualité, qui est pas forcément aussi puissant et aussi grand dans une sexualité plus classique. Oui, plus classique. Ouais. J'aime beaucoup parce que en fait, en décidant d'être en pleine présence pendant la sexualité, ça nous invite à être en pleine présence au quotidien. Et donc, il y a une invitation à l'amour de soi qui s'ouvre. Et c'est vraiment le cheminement dont tu parles. Et je pense que ce cheminement, de l'avoir vécu et d'être aujourd'hui sexothérapeute, c'est intéressant parce que tu peux transmettre cette vision de la vie. Petite transition hyper subtile pour passer à la sexothérapie. Est-ce que tu pourrais nous parler donc de ce métier et en fait un peu une présentation de les objectifs avec tes patients, en fait, comment ça se déroule, qu'est-ce que tu cherches à apporter en fait à tes patients? Moi j'accompagne uniquement des femmes, donc les problématiques sont plus ou moins les mêmes, et à chaque fois en fait ce que je constate, c'est que il y a une déconnexion totale de l'amour de soi, de soi, carrément. Et voilà, il n'y a pas de place au plaisir non plus, mais c'est ce qui est totalement normal, puisque pendant des années et des siècles, on a séparé le plaisir sexuel de la femme. Donc aujourd'hui, c'est toujours dans nos cellules, en fait, cette mémoire s'est transmise, en fait, de génération en génération. Donc aujourd'hui, on est encore limité par ça, quoi. Comme si la femme, elle n'avait pas le droit au plaisir, parce que si elle prend du plaisir dans sa sexualité, en gros, entre guillemets, c'est une salope, quoi. Donc ça, il y a énormément de croyances à changer autour de ça, qui revient quasiment à chaque fois, quoi. Quels outils tu proposes ? J'imagine que c'est différent en fonction de chaque histoire des femmes qui se présentent à toi. Mais quels outils, tu penses, un peu 3 choses un peu basiques, entre guillemets, qui peuvent nous aider déjà au début de ce chemin? J'identifie énormément les croyances qu'on a autour de sa propre sexualité, de l'image de soi. Donc souvent, je fais énormément écrire dans mes accompagnements. Je fais écrire les femmes sur ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, par exemple, ou ce qu'elles pensent d'elles quand elles font l'amour, ou ce qu'elles pensent de la sexualité. Voilà, je choisis le sujet qui est vraiment en lien avec leurs histoires. Et donc là, elles écrivent du coup tout ce qu'elles pensent. Souvent, c'est négatif. Et ensuite, on travaille ses croyances, en fait. Pourquoi est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois pas que ça pourrait être plutôt comme ça? On écrit les nouvelles croyances positives, en fait. Et on les transforme comme ça. Donc déjà, quand on a des pensées qui diffèrent, qui sont à l'opposé de ce qu'on pouvait penser au départ, c'est tout un monde qui change. Il y a une grande ouverture, en fait. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, j'inclus beaucoup cette notion de tantra, qui est justement de prendre le temps avec des exercices, comme par exemple juste des caresses, ou se caresser le visage, ou en tout cas une reconnexion à une partie du corps, par exemple, mais avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'amour, qui peut déjà... on peut déjà se sentir plus à l'aise dans un moment plus intime, sans que ça soit de la pénétration, quelque chose qui peut être... plus fort, quoi, en termes d'émotion.
Tu me parlais d'une autre observation que tu avais eue avec les patientes, c'est une grosse baisse de désir. Donc ça, c'est relié au fait qu'il y ait une déconnexion au corps et qu'il y ait beaucoup de croyances de ne pas pouvoir être connecté à ton désir, parce qu'en fait, on n'a pas le droit. Enfin, dans l'imaginaire collectif, c'est en train de se déconstruire, mais il y a quand même ce truc d'une femme n'a pas trop le droit d'être connectée à ses désirs, que ce soit dans la sexualité ou ses désirs de créer dans la vie. Tu as observé ça, et comment on peut faire pour dépasser un manque de désir dans un couple, par exemple ? Alors, donc le manque de désir, il peut y avoir donc mille raisons pour lesquelles il y a un manque de désir. Ça peut être relationnel, ça peut être en lien avec sa contraception, ça peut être en lien avec son corps physique, ça peut être en lien avec ses histoires passées, avec la relation de ses parents. Enfin voilà, il y a énormément de raisons. Mais en tout cas, ce que j'invite à faire quand une femme vient me voir pour me dire qu'elle n'a plus de désir, c'est à s'arrêter en fait de vouloir en avoir. Parce que pour moi, c'est le temps d'introspection en fait. C'est le temps de faire une pause et de mettre de la conscience sur son histoire, sur ce qu'on a vécu, de libérer peut-être des blessures, vraiment de rentrer à l'intérieur de soi et de voir ce qui est vraiment là en fait. Mais voilà, mettre plus de conscience en soi et oublier cette notion de performance en fait, parce que ça reste toujours de la performance. Mais si on me dit souvent ouais mais mon copain, le pauvre et tout, enfin comment il fait parce qu'il est frustré, ouais j'entends, mais en fait ton plaisir à toi, ton désir à toi dans ce moment, c'est de ne pas faire. Donc ça c'est important de respecter sans se dire que c'est mal en fait. Il faut accepter que des fois dans la vie notre corps il passe par des temps où il a besoin d'une pause. Peut-être que depuis tout ce temps-là, tu as reçu à l'intérieur de toi énormément de douleur, en fait, de souffrance, qu'il est temps aujourd'hui que tu prennes soin de ça. Donc ça se manifeste par cette non-envie. Ton corps te parle, en fait. Mais en fait, c'est pas toujours négatif de pas avoir de désir. C'est aussi une invitation du corps à faire peut-être expérimenter autre chose ou aller regarder son histoire. J'aime beaucoup cette idée et... tu parlais tout à l'heure de Foufoune Cosmique. En fait, je voulais pas rebondir dessus parce que j'en parle dans tous les podcasts et ils vont se dire non mais c'est un sponsor ou je ne sais pas. Mais en fait, Foufoune Cosmique, c'est le... Enfin, je suis obligée d'en parler. C'est le livre de Mallory Malmasson et ça me fait rire que tu t'en parles parce que c'est vraiment pour moi un livre moderne sur la sexualité sacrée. Et justement, Mallory Malmasson raconte dedans qu'elle a souhaité faire 7 mois d'abstinence avec son partenaire. Et elle aussi, en soi, il y avait cette peur de mais qu'est-ce qu'il va dire, sauf qu'en fait, elle le dit, et c'est très clair, en fait, c'est juste pour moi de faire une pause, c'est juste pour moi d'expérimenter ça. Et il y a cette idée de, aussi, pourquoi pas faire confiance à l'homme ou à notre partenaire pour comprendre, en fait. Et c'est une invitation pour lui aussi à regarder pourquoi ça le frustre. Donc, c'est que des invitations et c'est que des expérimentations à voir. Donc, exactement. Voilà, en tout cas, ça me fait penser à Foufoune Cosmique où elle parle de son parcours de reconnexion de femme et tout ce que l'abstinence a questionné dans ses croyances autour de l'homme et autour du couple. Et donc, en fait, la fréquence à laquelle on fait l'amour ou en fonction de nos envies ne définissent pas notre valeur en tant que femme. Donc c'est pas en fonction de ça que si quelqu'un reste qu'en fonction de ça, c'est qu'il n'a pas compris quelle valeur tu as en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec toi aussi pour les bonnes raisons. Ta sexualité ne te définit pas en tant que personne en fait. Et ça on a du mal à l'entendre parce qu'on se dit que pour être la bonne femme en gros il faut que je sois bien au lit en fait. Mais ça c'est pas ça. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer dans un couple. C'est ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sexualité, c'est votre corps qui vous dit ce qu'il veut et c'est vous en fait, qui avez les rythmes. Il n'y a pas de bon couple ou de mauvais couple et ça je trouve ça hyper important. Exactement, tout à fait. Puis après il y a une différence aussi entre ce qu'on s'imagine vivre et ce qu'on veut et la réalité, tu vois. C'est comme le couple libre en fait. Il y a un fossé entre se dire ouais ça serait génial d'être un couple ouvert et puis la réalité des choses fait que il y a les émotions, il y a les blessures du passé, il y a la vie quoi. Donc parfois on vit pas vraiment ce qu'on aimerait vivre consciemment, mais en fait ton âme elle est en train de te parler quoi. Donc ce que tu dois vivre, elle le sait. Et c'est ça qui est important d'écouter en fait. Ouais. C'est avec ça que tu vas le plus vibrer. Plus qu'avec ce qui est censé être bon pour ton couple.
Mais en fait, ce qui va créer ta réalité, c'est vraiment tes pensées, quoi. Donc si tu crois que pour un couple bon, il faut rentrer dans telle case et telle case et telle case, c'est ce que tu vas vivre, tu vas te diriger par là, quoi. Si tu penses que il n'y a pas de définition préconçue ou que tu dois suivre ton intuition, tes émotions, c'est aussi ce que tu vas vivre. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as envie vraiment de vivre, quoi, en te disant que tout est possible, parce que tout dépend de ce que tu es en train de penser. Vu que quand tu penses, c'est ce que tu crois, donc c'est ce que tu es, et on vibre ce qu'on est aussi. Donc forcément, tu vas attirer à toi ce qui est dans ta tête. Donc finalement, c'est est-ce que je m'écoute moi ou est-ce que j'écoute mes croyances ? Qu'est-ce que tu as vraiment envie, en fait ? Quelle est la meilleure croyance que tu as envie d'avoir au sujet du couple, au sujet de l'amour, au sujet de la sexualité, pour que tu te diriges vers ça ? Et ça, c'est pour tous les domaines de notre vie. Est-ce que les patientes que tu as quand tu parles de sexualité, tu parles aussi énormément justement des autres dimensions de leur vie et tu vois un impact quand elles... Enfin, est-ce que pour travailler sa sexualité, tu es obligé, entre guillemets, de passer par d'autres dimensions de leur vie ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous autorisez en fait dans votre vie à dire oui, à dire non ? Et à l'inverse, est-ce que travailler sur sa sexualité, ça impacte la vie en général ? Oui, c'est énormément lié. Et quand je suis avec une patiente, évidemment qu'on parle plus du reste de leur vie que de leur sexualité en général. Parce que ça remonte à... Quand on réfléchit à sa sexualité, y a d'autres choses qui viennent en fait. Par exemple, notre éducation, la culture dans laquelle on a grandi, de la relation qu'on a eue avec nos frères et nos sœurs, nos anciens partenaires, etc. Et donc, évidemment qu'il y a beaucoup plus de sujets, notamment aussi, par exemple, à l'argent. Il y a plein de sujets, en fait, qui sont évoqués pendant mes séances, parce que tout est lié, tout est relié. C'est presque un peu magique, d'ailleurs, quand on voit, par exemple, si on travaille sur le rapport à la mère et qu'on détache, par exemple, une croyance ou un lien, ça peut faire que dans ta sexualité, tout d'un coup, tu vas arriver à avoir un orgasme. Et c'est extrêmement lié, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans la sexothérapie et que j'adore, c'est que on peut avoir accès au plaisir en se détachant de certaines choses ou en changeant nos pensées ou en guérissant des blessures, etc. Et il y a un côté un peu magique là-dedans. On est dans une société, t'en parlais tout à l'heure, qui peut parfois mettre en colère par rapport au rapport entre les femmes et les hommes et aux inégalités, aux différents rapports au corps et à comment on est célébré. Est-ce que tu penses qu'un chemin de sexualité consciente peut être source de réconciliation entre féminin et masculin, une source de guérison, pour vraiment se relier et ne plus être dans un statut parfois qui n'est pas juste ? Exactement. C'est vraiment une réconciliation aussi au masculin sacré, du coup, où on laisse la place aussi au masculin de pouvoir exprimer ses besoins, de pouvoir dire ce qu'il pense sans lui laisser la place, quoi. Et quand, évidemment, quelqu'un en qui on a confiance, mais quand ça nous dérange, quand ça nous vexe, quand c'est gênant, c'est important aussi de communiquer, tout en étant d'accord sur le fait qu'on ne puisse pas être d'accord, en fait. Mais en fait, il faut comprendre que aussi, les hommes, ils ont aussi des histoires qui sont dans leurs cellules. Ils ont aussi des souffrances et ils ont aussi des mémoires qui se sont transmises de génération en génération autour de la virilité, autour de l'homme. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un côté féminin qui est blessé et aussi un côté masculin qui est blessé. Donc on a le choix de pouvoir cheminer ensemble avec chacun nos parts, de féminin et de masculin, ou de rester en dualité. Parce que ce que fait l'homme, nous, ça nous plaît pas, ça nous blesse, et lui, pareil, de son côté. Donc après, c'est une façon de voir les choses propres à chacun. Moi, en tout cas, j'ai choisi de créer un pont entre les hommes et les femmes, de manière à ce qu'on puisse vivre en harmonie, et surtout que je puisse être en harmonie aussi à l'intérieur de moi, sans que je me sente en colère. Je lâche en fait le bâton ardent de la femme qui est énervée par cette société d'injustice, par ces injustices, parce que ce n'est pas de ma responsabilité, c'est-à-dire que je porte des choses qui ne sont pas à moi, et je décide de cheminer vers un chemin plus en harmonie, en acceptant que chacun,
on a nos histoires, on a nos souffrances, on a nos blessures, et que c'est possible de s'élever ensemble, en fait. Parce qu'on ne peut pas guérir aussi le féminin sans cette partie du masculin. Les deux s'harmonisent, tu vois, c'est comme le yin et le yang. Il faut qu'il y ait les deux, en fait. Et pour ça, ça demande aussi de se réconcilier avec le côté masculin, quoi. Ouais, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as eu cette colère et je pense que c'est difficile de ne pas l'avoir aujourd'hui. Et en fait, c'est redirigé. Et je trouve que l'énergie de la colère, elle peut être source de belles choses. Ça dépend vers quoi on la dirige. Et toi, ta direction, ça a été de te dire « Ok, je vais rentrer dans l'action là. C'est ça. Et je vais aller discuter. » Les femmes qui sont en colère aujourd'hui, je les comprends évidemment. Et je crois aussi que tout est juste. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a eu des femmes en colère aussi, parce que c'est aussi ces femmes qui ont été en colère qui ont réussi à porter des choses en plus, à nous donner accès à des nouveaux droits, etc. Et peut-être que c'est un cycle aussi, tu vois, qu'on essaye un peu de trouver sa place en tant que femme dans cette société. Parfois ça passe par la colère, parfois on en sort, parfois on peut revenir. Et en fait, la vie c'est ça, tu vois. C'est vraiment le mouvement, c'est le cycle, c'est... Donc... Ok, j'aime aussi le fait qu'il y ait des femmes en colère, quoi. Même si je le suis plus. Surtout que quand on travaille sur soi aussi, je veux dire quand on guérit ses blessures par la thérapie ou par les expériences de vie, tout d'un coup on se met à briller en fait de plus en plus. Et je pense que quand on est justement dans cet état d'élévation, quoi, je sais pas comment dire, quand on est aligné, voilà, on inspire en fait. On inspire les autres à être pareils. Et je trouve que c'est un message beaucoup plus fort que de montrer qu'on est en colère parce qu'il y a des injustices. Tu vois. En fait, pour moi, la meilleure façon de contribuer à un monde meilleur, c'est, pour moi, ce n'est pas d'être en colère et de lutter, etc. Mais c'est plutôt de faire la paix à l'intérieur de moi et montrer que... je suis dans la lumière en fait, pour que les autres puissent se dire mais c'est génial la façon dont elle vit, j'adore, j'aimerais trop moi aussi faire comme ça. Ok, je vais faire comme ça. Et en fait, en étant comme ça, ça limite aussi, on se reconnecte à l'amour, voilà, on revient à quelque chose de plus, on revient à son essence en fait. Je sais pas encore s'il y a une meilleure façon ou pas, mais je pense que cet équilibre de s'écouter et de se dire ok, est-ce que là j'ai l'énergie d'aller en lutte entre guillemets, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que là j'ai envie d'aller regarder à l'intérieur et de voir là je vais faire une petite pause, je vais être à l'intérieur et c'est un travail tout aussi intense. C'est vraiment un équilibre que je trouve hyper beau. Comment tu définirais ton intimité? Le premier mot qui me vient là, c'est libre. C'est-à-dire que en fait, j'ai toujours le choix, quoi. J'ai toujours le choix de dire non, de dire oui. Je me laisse la porte ouverte à ce qui vibre à l'intérieur de moi au moment précis. Donc ton intimité, c'est un espace de choix. Ouais, exactement. Quel dernier conseil tu donnerais aux auditeurs, aux auditrices pour quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te parle, qui te porte? Le conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est celui de s'écouter, en fait. Mais de s'écouter vraiment. C'est-à-dire autant dans ses relations que dans sa sexualité. Parce que la petite voix qui est à l'intérieur de toi et qui te dit que tu n'es pas avec la bonne personne, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne. Alors parfois on ne veut pas le voir parce que c'est difficile, quoi. Mais en fait, ça revient toujours à ça. C'est vraiment l'âme qui s'exprime, quoi. Et même si ça te demande parfois de passer par des événements qui vont être bouleversants, ça va quand même changer. Tu vas vivre un changement, en fait, une transformation. Et une fois que tu auras écouté cette voix, tu seras beaucoup plus aligné, quoi. Tu te sentiras mieux. T'as vécu cette expérience, toi, où ta voix, elle te disait t'es pas avec la bonne personne et ça t'a amené à devenir un papillon? Ouais, yes. Merci beaucoup, Mélissa. Avec plaisir. Merci à toi. Le podcast Terres Intimes est produit par la plateforme Juliette fait la révolution, dédiée à l'écologie intérieure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast ou à venir vous abonner sur le compte Instagram Juliette fait la révolution.
Si vous souhaitez découvrir un podcast qui présente des personnes inspirantes et des pratiques de bien-être diverses et variées, je vous invite à écouter les épisodes de Floraison Spirit, une autre création de cette plateforme. Enfin, je souhaite dire un grand merci à Théo au mixage son, Didier au générique et Clémence au design. Bien sûr, merci à vous pour votre écoute et votre soutien. Prenez bien soin de vous et à très vite.